Elle a passé la nuit à l'événement de sa collègue et s'est réveillée à une réalité qui a tout fait voler en éclats. La première chose que j'ai remarquée, c'est la boue. Elle laissait des traînées sur le parquet, en arc paresseux menant de la porte d'entrée à la cuisine, comme une piste de secret. Ses talons noirs, trempés par la pluie, avaient été nonchalamment jetés contre le mur. L'un d'eux avait encore une lanière cassée qui pendait comme un ruban déchiré. Je ne l'ai pas entendu entrer. Je n'ai même pas entendu la porte s'ouvrir. J'étais assis à la table de la cuisine, fixant un sandwich à moitié mangé que j'avais préparé 6 heures plus tôt. Mon téléphone était sur la table. Toujours pas de réponse. Pas de « désolé, j'ai été retenu ». Pas de « je rentrerai tard ». Juste un silence radio. Et maintenant, des empreintes de pas boueuses. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte comme un fantôme. Les cheveux crépus, les yeux gonflés, le maquillage étalé en une sorte de peinture de guerre accidentelle. Dans une main, elle tenait son téléphone. Dans l'autre, son blazer, un blazer d'homme, pas le mien. Je l'ai regardée, puis j'ai levé les yeux vers elle. Elle n'a pas bronché. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, même si je savais déjà. Elle a cligné des yeux. « C'est celui de Blaine. » Je ne voulais pas qu'il soit oublié. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché lentement la tête, comme si j'étais dans un tribunal et que la défense venait de présenter sa dernière pièce à conviction. Elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable, comme si c'était moi qui étais parti, comme si c'était moi qui avais disparu pendant 13 heures sans un mot, qui était rentré en ayant l'air d'un survivant de tempête, et qui avait ramené la veste d'un autre homme comme une sorte de trophée. Puis elle s'est assise en face de moi, les cheveux mouillés dégoulinant sur la table, les coudes sur le bois comme si l'endroit lui appartenait, comme si elle ne venait pas de faire exploser une bombe au milieu de notre cuisine. Et puis est venue la phrase qui a fait craquer quelque chose en moi. Peut-on juste ne pas en faire toute une histoire maintenant ? Maintenant ? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne pensait pas avoir quoi que ce soit à expliquer. Elle pensait que le problème, c'était moi. Elle était assise là comme si nous discutions des plans pour le dîner. Aucune tension dans ses épaules, aucune onde dans ses yeux, juste des cheveux humides dégoulinant sur sa joue et ses doigts caressant distraitement le bord du blazer de Blaine, comme si le tissu la réconfortait. J'ai regardé une seule goutte d'eau de pluie tomber de la Manche et atterrir sur notre table en chêne, celle que nous avions choisie ensemble un dimanche pluvieux, à l'époque où les dimanches signifiaient encore quelque chose. Je n'avais pas de réseau, a-t-elle dit après un temps, la voix basse et fatiguée. Le temps était horrible. Mon téléphone était mort. Ce n'était même pas ce genre de soirée, Kurt. J'aurais dû l'arrêter là. J'aurais dû exiger qu'elle me regarde dans les yeux et me dise exactement quel genre de soirée c'était. Mais au lieu de ça, j'ai posé la question la plus stupide qui soit. As-tu dormi là-bas ? Elle a hoché la tête trop rapidement. Oui, il s'est fait tard. Blaine m'a proposé la chambre d'amis. La chambre d'amis, ai-je répété comme si je lisais les répliques d'une mauvaise pièce de théâtre. Kurt, a-t-elle dit sèchement, soudain sur la défensive. Ça n'a pas à devenir un problème. Tu te montes encore la tête pour rien. Rien. Elle appelait ça, rien. Une disparition. Un blackout de 13 heures. Revenir trempé dans les vêtements d'un autre homme. Et d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui surréagissais. Je l'ai fixé. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée, pas la fille qui s'endormait sur ma poitrine au milieu d'un film. Cette version d'elle semblait modifiée, comme si quelqu'un avait remplacé la vraie Lana et téléchargé une version qui savait imiter son sourire, mais pas sa culpabilité. Elle s'est levée, le blazer à la main, et s'est dirigée vers la buanderie. Comme si la conversation était terminée, comme si le jeter dans la machine à laver effacerait ce qu'elle avait fait. Mais cette veste, elle était trop petite pour Blaine. Ça ne m'a frappé que lorsque sa main était sur la porte de la buanderie. Blaine était bâti comme un joueur de rugby. Celle-ci était cintrée, étroite aux épaules. À qui qu'elle appartienne, ce n'était pas à Blaine. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Elle s'est retournée vers moi. Tu ne vas pas recommencer à fouiller dans les affaires, n'est-ce pas, a-t-elle demandé d'un ton plat. Parce que ce n'est pas sain, Curtis. On en a déjà parlé. Et voilà. C'était le jeu qu'elle avait choisi de jouer. Faire passer pour le fou homme qui était resté éveillé toute la nuit à surveiller l'allée, inquiet qu'elle soit dans un fossé quelque part. Elle n'a pas expliqué la veste. Elle n'a pas expliqué le bracelet. Elle n'a même pas expliqué le maquillage.
Elle a juste fait de moi le méchant d'une histoire dont j'ignorais faire partie. Et le pire, c'est que je n'avais toujours pas posé la seule question qui me brûlait la gorge. Pourquoi son alliance s'était-elle retrouvée dans la poche du manteau d'un inconnu? Elle a jeté le blazer dans le panier à linge comme si de rien n'était, comme s'il n'était pas cousu avec les fils de tout ce que je craignais. Alors que la porte de la buanderie grinçait en se fermant, je suis resté là, à fixer le panier, la poitrine en feu. Je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Comment il pendait à son épaule comme un secret emprunté. Comment elle le serrait plus fort qu'elle ne m'avait tenu depuis des semaines. Quand elle a quitté la pièce, j'ai bougé. Pas comme un homme avec un plan, plutôt comme un homme qui se noie et qui aperçoit enfin la surface. Mes mains tremblaient en sortant le blazer de la pile. La pluie s'accrochait encore aux manches. Un parfum que je ne reconnaissais pas s'échappait du tissu. Ce n'était pas l'odeur de Blaine, ou du moins pas celle dont je me souvenais de la fête de Noël du bureau. Celle-ci était plus vive, plus sombre, comme quelque chose que l'on porterait dans un bar sur un toit où les mensonges sont monnaie courante. J'ai vérifié la poche intérieure. Mon cœur a sombré. Son alliance était là, pas perdue, pas oubliée, pas enlevée pendant une partie de bière pong ou toute autre fantaisie qu'elle pensait que je croirais. Placée soigneusement, délibérément, comme si elle avait besoin de ses deux mains libres. Comme si elle la gênait. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une serviette en papier, froissée et humide, avec une inscription à l'encre noire qui disait « Appelle-moi si tu changes d'avis ». C'est là que mon estomac s'est noué. Non pas à cause de ce que la note disait, mais à cause de ce qu'elle signifiait. Cela signifiait que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur d'ivresse. C'était un choix. Une nuit qui incluait un adieu. Une nuit qui était censée rester secrète jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Je l'ai entendu revenir et j'ai remis la veste dans le panier, l'alliance toujours à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'elle sache que je l'avais vue. Pas encore. J'avais besoin de comprendre à quoi j'avais affaire, ce qu'elle était devenue. Elle est entrée dans la cuisine avec une serviette enroulée autour de ses cheveux et ce même calme étrange dans la voix. « Tu veux des pancakes ou quelque chose ?» a-t-elle demandé. Je pensais dormir un peu, puis peut-être aller au yoga. J'ai failli rire. Le yoga? Elle venait de rentrer après m'avoir trompé ou pire, et maintenant elle voulait s'étirer et appeler ça un dimanche. Je lui ai dit que je n'avais pas faim. Je lui ai dit que j'avais du travail à faire, mais en réalité, j'ai passé les 3 heures suivantes dans la chambre d'amis à fixer le mur, à tout rejouer comme une bobine de film de l'enfer. Le texto, le manteau, l'alliance manquante, la serviette, son ton. J'ai pris mon téléphone. Pas d'appel, pas de message manqué de R. Mais c'est là que je me suis souvenu de quelque chose qu'elle m'avait dit le mois dernier, qu'elle prévoyait bientôt un week-end de réinitialisation d'équipe. Un séminaire de développement professionnel. Elle avait dit qu'ils seraient tous coupés du monde. Pas de réseau, beaucoup de nature. Devinez où cela devait avoir lieu? Au chalet de Blaine. Devinez quel week-end c'était? Celui-ci. Alors maintenant, je devais me poser une question à laquelle je n'étais pas prêt. Si cette nuit avait été planifiée des semaines à l'avance, jusqu'au mensonge et au mensonge de secours, qu'avait-elle répété d'autre? Et qui diable est R? Je n'ai pas dormi. Loin de là. Je suis resté allongé, les yeux grands ouverts dans une chambre d'amis faiblement éclairée qui sentait encore la bougie à la lavande que Lana utilisait quand elle voulait que la maison soit chaleureuse. Ironique, vraiment. La seule chose qui sentait encore, nous, était le passé. J'entendais sa voix de tout à l'heure résonner dans mon crâne. Ce ton désinvolte et nonchalant. Je vais peut-être dormir un peu, peut-être aller au yoga. Comme si la nuit précédente n'avait pas laissé de bleu que je ne pouvais pas voir. Comme s'il n'y avait pas le manteau d'un inconnu en bas avec une alliance à l'intérieur. Je ne savais même pas ce que j'attendais. Je ne voulais pas de dispute. Je ne voulais pas d'aveu mélodramatique. Je voulais juste qu'elle soit honnête. Même si ça me brisait, je voulais qu'elle le dise, qu'elle arrête de faire semblant que nous allions bien, qu'elle allait bien. En milieu d'après-midi, elle est venue frapper à la porte de la chambre d'amis comme si nous étions des colocataires, pas des partenaires. Elle a passé la tête. Et, tu as été silencieux toute la matinée. Tout va bien? J'ai eu envie de crier. Au lieu de ça, j'ai souri. Oui, juste fatigué. Elle a hoché la tête, puis est partie. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle me voulait silencieux.
Elle voulait le silence parce que le silence signifiait la survie. Le silence signifiait pas de questions, pas de conséquences. Alors, j'ai fait la seule chose que je n'aurais jamais cru faire. Je lui ai menti en retour. Je me suis levé, j'ai fait du café, je lui ai demandé comment s'était passé son cours de yoga, même si je savais pertinemment qu'elle n'y était pas allée. Elle a cligné des yeux, surprise par mon calme soudain, et a dit que c'était bien, recentrant. Encore ce mot, répété, distant, stérile. J'ai demandé qui était à la fête. Elle a énuméré des noms que je reconnaissais. Pas un seul air. J'ai hoché la tête comme si je la croyais. Mais plus tard cette nuit-là, quand elle s'est endormie sur le canapé avec son ordinateur portable encore ouvert, je me suis assis à côté d'elle dans le noir et j'ai ouvert ses documents récents. Ce n'était plus de l'espionnage. C'était de la survie. Elle avait laissé un Google Doc ouvert intitulé « Programme de la retraite ». Pas une retraite comme le yoga ou la réflexion, une retraite comme une évasion. Il y avait des plages horaires, des repas, des exercices de cohésion. Un feu de camp nocturne simplement intitulé « Heure du lâcher-prise ». Chaque nom avait un rôle. Blaine, hôte. Sarah, organisatrice. Et là, en dernier sur la liste. Riz, finalisateur. Finalisateur. Je suis resté assis à fixer ce seul mot. Pas conférencier. Pas motivateur, pas coordinateur. Finalisateur, comme quelqu'un qui conclut une affaire. Qui ferme un chapitre, qui met fin à un mariage. C'était ça. Je n'avais pas besoin de caméra. Je n'avais pas besoin d'un tracker GPS. Je n'avais pas besoin de la suivre avec des jumelles comme un idiot de sitcom triste. Elle avait tout écrit. Il ne célébrait pas une victoire de campagne. Il célébrait le détachement. Un week-end pour se déconnecter émotionnellement, se réinitialiser, tester les limites. Et ma femme n'était pas seulement une participante. Elle avait aidé à l'organiser. J'ai regardé son visage endormi. Sa tête reposant sur le même oreiller où je l'avais embrassé pour lui souhaiter bonne nuit pendant 6 ans d'affilée et j'ai su ce que le lendemain devait être. Pas un autre jour à faire semblant, mais le premier jour de la mise à nu. Le lendemain matin, j'ai fait comme si de rien n'était. C'est étrange avec la trahison. Elle ne s'accompagne pas toujours de cris ou d'assiettes cassées. Parfois, elle est silencieuse, chirurgicale. On sourit en se vidant de son sang. On prépare du café en se demandant qui elle a embrassé. On dit « passe une bonne journée » tout en rédigeant mentalement sa sortie. Elle a quitté la maison à 9h12, vêtue de vêtements de sport et arborant une fausse expression qui mimait la sincérité. « Je vais prendre des smoothies avec elle », a-t-elle dit. Puis des courses. J'ai souri. Ça a l'air sympa. Dès que la porte d'entrée s'est fermée, je l'ai verrouillée derrière elle. Non par colère, mais par clarté. Je ne l'ai pas suivie. Je n'en avais pas besoin. J'ai de nouveau ouvert son ordinateur portable. Cette fois, méthodiquement. Plus de culpabilité. Pas d'hésitation. Si j'allais fouiller dans sa vie numérique, je n'allais pas flancher. Et ça n'a pas pris longtemps. Elle n'avait pas fermé le document de la veille. Juste réduit. Mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Un dossier enfoui dans son drive appelé « Team Uplift Private ». J'ai cliqué. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de PDF et de feuilles de calcul, tous étiquetés dans le même langage vague et sectaire. Protocole de libération émotionnelle. Cadre de l'échelle de sortie. Modèle de recadrage de l'intimité. Un document était intitulé « Quand il demande, souriez ». On aurait dit un manuel pour une séparation contrôlée. Le détachement émotionnel déguisé en développement personnel. Et ses initiales figuraient sur presque tous les commentaires, suggérant des modifications, laissant des notes comme « Devrions-nous déplacer cela plus tôt dans le week-end ?» Nous devons nous assurer que les partenaires ne se sentent pas provoqués. Garder un langage doux, ou « Pouvons-nous rendre le segment de risque plus ouvert ?» Ce dernier m'a hanté. Je me suis souvenu de la serviette dans la poche du manteau. Appelle-moi si tu changes d'avis. Riz n'était pas un vague collègue. Il était le finalisateur. Il était celui qui amenait les gens à franchir la dernière ligne. Je ne perdais pas la tête. Je n'étais pas paranoïaque. On me conditionnait pour être écarté. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis par terre dans notre salon, le cœur battant, la tête tournant.
Pas parce qu'elle me quittait. Cette partie ne me faisait plus peur. Ce qui me faisait peur, c'était à quel point tout était calculé, peaufiné, organisé, comme si quelqu'un avait pris mon mariage et l'avait nettoyé de tout désordre pour qu'il puisse être reconditionné et lui être revendu sous un nouveau nom. Un texto est arrivé. J'ai attrapé sa tablette. Elle était synchronisée avec son téléphone, une commodité de luxe qu'elle n'aurait jamais pensé la trahirait. Le message a illuminé l'écran comme une allumette dans un champ sec. Riz, tu as été incroyable. J'espère que tu ne te sens pas coupable. C'est ça, la croissance. Fais-moi savoir si c'est toujours bon pour ce soir. Elle n'a pas répondu, mais elle ne l'a pas supprimé non plus, ce qui m'a tout dit. Il n'y avait pas de remords, pas de dissimulation. Elle surfait juste sur la vague de cette nouvelle attention, d'être quelqu'un d'autre avec quelqu'un de nouveau. Et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. Je suis resté assis là, tenant sa tablette, fixant ces mots comme s'ils étaient gravés dans la pierre. Parce que maintenant, je ne me demandais plus si elle m'avait trompé. Je me demandais combien de versions de moi elle s'était déjà entraînée à quitter cette nuit-là. Je n'ai pas évoqué le message. Je n'ai pas demandé qui était Riz. Je n'ai pas mentionné la serviette, les documents de la retraite ou son alliance enfouie dans la poche du manteau d'un autre homme. Je me suis simplement assis en face d'elle à la table du dîner, hochant la tête pendant qu'elle me racontait sa longue journée. Apparemment, les smoothies s'étaient transformés en courses. Les courses en un café improvisé avec Kelsey. Et quelque part dans cette histoire se trouvait un cours de yoga qu'elle avait commodément oublié de mentionner plus tôt. Je lui ai demandé si ça l'avait aidé. Le yoga, tu sais ? Elle a levé les yeux de son assiette et a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cette question. Oui, a-t-elle dit après un temps. Ça m'a vraiment aidé à me vider la tête. J'ai souri. Bien. Tu as l'air distraite ces derniers temps. Elle s'est figée, juste une seconde, puis a recommencé à couper sa nourriture. Elle commençait à le sentir, le changement, je ne demandais plus de réponse. J'étudiais les mensonges eux-mêmes. Plus tard dans la soirée, je l'ai regardée disparaître dans la salle de bain pour l'une de ses douches d'une heure, quelque chose qu'elle avait commencé à faire plus souvent après la retraite. Elle disait que c'était pour décompresser. Avant, je la croyais. Maintenant, je comptais les minutes. Pendant que l'eau coulait, je me suis de nouveau assis devant son ordinateur portable. Je connaissais les risques. Si elle sortait plus tôt, si je ne fermais pas l'onglet à temps, ça n'avait plus d'importance. Mon cœur ne battait pas la chamade par peur. Il battait par contrôle, parce que j'étais enfin celui qui gardait des secrets. Cette fois, j'ai ouvert ses emails. Pas sa boîte de réception principale, l'alternative, celle qu'elle utilisait pour les newsletters, les achats en ligne et les trucs de travail de faible priorité. Elle avait un jour plaisanté en disant que c'était sa boîte de réception, anonyme. Je pensais qu'elle parlait des coupons de réduction. Ce n'étaient pas des coupons. Il y avait 3 nouveaux messages, tous du même expéditeur. Riz, Recalibrate Works. Chacun était signé R. Des objets comme « déballés plus tard »,« c'était réel ce soir »,« confirme ». Elle n'avait répondu à aucun d'eux. Pas encore. Mais elle ne les avait pas supprimés non plus. Un message disait « la version de toi que j'ai vue ce week-end ». C'était la vraie. Ne laisse pas le poids de la routine te tirer en arrière. Tu as déjà lâché prise une fois. Laisse-le partir pour de bon. Ça m'a écœuré de voir à quel point il rendait la trahison romantique. Comme si abandonner son partenaire était une forme de renaissance spirituelle. Comme si mentir à la personne qui veillait chaque nuit pour mémoriser votre commande de café était du développement personnel. Mais ce qui m'a vraiment détruit, ce ne sont pas les messages eux-mêmes. C'était le dossier qu'elle gardait sur son bureau, intitulé « Idée de juin ». À l'intérieur se trouvaient des brouillons, non pas pour le travail, mais pour des lettres. Des lettres qui m'étaient adressées, aucune terminée, aucune envoyée. Mais tout avait le même début obsédant. Curtis, il ne s'agit pas de toi. Ça n'a jamais été le cas. Chaque version de la lettre essayait un ton différent, calme, chaleureux, détaché, poétique, comme si elle n'arrivait pas à décider comment me laisser tomber. Ou peut-être qu'elle répétait, encore et encore, ce que ça ferait de me quitter sans être techniquement la méchante. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas incertaine sur la tromperie. Elle était incertaine sur la façon de sortir de l'histoire sans avoir l'air de la méchante. Alors,
je lui ai donné de l'espace. Je l'ai laissé croire que j'étais toujours aveugle. Et le lendemain matin, j'ai imprimé un des emails de Reese, un seul. Je l'ai plié soigneusement, l'ai glissé dans son sac de sport, juste au-dessus, là où elle le verrait dès qu'elle l'ouvrirait au yoga. Pas de mots, pas de confrontation, juste une preuve. Et quand elle est revenue plus tard cet après-midi-là, le visage pâle et rigide, j'étais déjà assis sur le porche, en train de lire, d'attendre, et de sourire, parce que maintenant, le silence m'appartenait. Elle n'a rien dit en entrant. J'ai entendu ses clés heurter le comptoir, un léger cliquetis métallique, comme le début d'une chanson dont nous connaissions tous les deux les paroles, mais que ni l'un ni l'autre ne voulait chanter. Ses pas étaient hésitants, prudents, comme si elle ne savait pas dans quelle pièce je me trouvais, ou quelle version de moi pourrait l'Y attendre. Elle m'a trouvé sur le porche. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste tourné une autre page du livre que je ne lisais pas. Elle est restée là un moment, en proie à la tension, agrippant sa bouteille d'eau comme si c'était une arme ou un bouclier. Peut-être les deux. Puis elle a rompu le silence. À quel point es-tu au courant? Pas, qu'est-ce qui ne va pas? Pas, pouvons-nous parler? Pas même un mensonge pour gagner du temps. Juste cette question froide, chirurgicale, calculée. J'ai gardé les yeux sur le livre. Assez. Elle s'est assise en face de moi, les bras croisés. Non pas à cause du temps. Il faisait chaud. Mais à cause d'autre chose, quelque chose qui se dénouait derrière ses yeux. Tu as fouillé dans mes affaires, a-t-elle dit, comme si c'était moi qui avais franchi la ligne. Non, ai-je dit calmement. J'ai fouillé dans mon mariage. Le tien se trouvait juste caché à l'intérieur. Elle n'a pas répondu tout de suite. Sa mâchoire s'est crispée, le silence s'est épaissi entre nous. Et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de la honte, du soulagement. Comme si elle avait enfin été prise et n'avait plus à faire semblant. Comme si elle avait passé si longtemps à répéter des sorties qu'elle accueillait le moment où quelqu'un lui ouvrait enfin la porte. Tu n'aurais pas dû faire ça, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. Je n'ai pas planté les emails, ai-je répondu. Je n'ai pas fourré mon alliance dans la veste de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas écrit des lettres en m'entraînant à te dire au revoir. Elle a tressailli. Ça l'a touchée. Elle ne s'attendait pas à ce que j'aille aussi loin. Tu les as lus. J'ai hoché la tête. Chaque brouillon. Elle a détourné le regard, les yeux vitreux. J'avais peur. Tu as été méticuleuse, ai-je corrigé. Les gens qui ont peur se cachent. Tu as planifié ta retraite comme s'il s'agissait d'un lancement de produit. Tu as programmé ta trahison émotionnelle par bloc de 30 minutes et tu avais des plans de secours au cas où quelqu'un pleurerait trop tôt. On aurait dit qu'elle voulait argumenter, qu'une partie d'elle était prête à se lancer dans une conférence sur les limites, la croissance et l'identité. Mais elle ne l'a pas fait. Pas encore. Alors je me suis levé lentement, pas en colère, pas bruyamment, juste stable. Je ne t'ai pas confronté pour gagner, lui ai-je dit. Ce n'est pas un tribunal. Je ne demande pas d'excuses. Je voulais voir quelle version de l'histoire tu me raconterais maintenant que le script a disparu. Elle s'est levée aussi, soudain désespérée. Kurt, je n'ai pas couché avec lui. C'est sorti si vite, comme un réflexe, comme si elle pensait que c'était la phrase magique qui rembobinerait les derniers jours et recollerait les morceaux. Mais je ne cherchais pas la trahison habituelle. Je regardais celle qu'elle ne voyait même pas comme une trahison. Ce n'est pas cette partie qui nous a brisés, ai-je dit. Tu as quitté la relation bien avant que ton corps ne le fasse. Sa lèvre a tremblé. Je suis passé devant elle et suis rentré dans la maison, sans claquer les portes, sans élever la voix, juste en m'éloignant. Et ce silence, le même qu'elle utilisait autrefois pour garder des secrets, était maintenant la chose la plus assourdissante dans la pièce. Mais elle n'avait pas fini. Loin de là. Parce qu'à minuit, elle m'a réveillé. Et ce qu'elle a dit alors a tout changé. Elle a frappé à la porte de la chambre juste après minuit. Pas un coup fort. Un tapotement doux, presque enfantin, comme si elle avait peur de la version de moi qui pourrait répondre. J'étais déjà réveillé, allongé dans le noir, fixant le plafond et écoutant la respiration silencieuse d'une maison qui ne me semblait plus être la mienne. J'ai ouvert la porte et elle était là, pieds nus, un sweat à capuche sur le dos, les manches tirées sur ses mains comme elle le faisait quand elle était nerveuse à l'université. Je n'arrive pas à dormir, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Je me suis juste écarté.
Elle est entrée lentement, comme si elle entrait dans un souvenir. Je ne savais pas comment te quitter sans tout perdre, a-t-elle dit en s'asseyant sur le bord du lit. Et je sais que ça semble tordu, mais c'est la vérité. J'attendais que quelque chose s'arrange tout seul ou se brise assez fort pour que je n'ai pas à être celle qui le fasse. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, calme, détaché. Je sais, ai-je dit, et je t'ai laissé faire. Elle a levé les yeux. Ça l'a surprise. Je l'ai senti. J'ai continué. Chaque fois que tu rentrais à la maison et que tu souriais juste assez pour éviter les questions. Chaque fois que tu te retirais au milieu d'une phrase. Chaque fois que je te demandais comment tu allais et que tu disais bien avec cette voix qui n'était plus la tienne. Elle a essuyé ses yeux. Je ne lui ai pas tendu de mouchoir. Je l'ai laissé vivre ce moment. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Mais tu as cessé de me choisir. Ce silence est revenu. Mais cette fois, il était mutuel. Ce n'était pas un mur entre nous. C'était de l'air. De l'air honnête et dur. Et puis finalement, je me suis levé et je me suis assis à côté d'elle. Je ne te déteste pas, Lana. Je ne suis pas là pour te détruire. J'ai juste réalisé qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser te vider de ta substance. Je me suis perdu en essayant de nous maintenir à flot. Elle n'a pas répondu tout de suite, mais quand elle l'a fait, sa voix s'est brisée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était la première fois qu'elle disait, en ayant l'air incertaine, vulnérable, humaine. J'ai pris une profonde inspiration. Pas de colère, pas d'amertume, juste de la réalité. On découvre qui nous sommes séparément, et peut-être, juste peut-être, un jour, cela nous ramènera à quelque chose de mieux. Ou peut-être pas. Mais j'ai besoin de redevenir entier, et je pense que toi aussi. Elle a hoché la tête, pleurant doucement, sans supplier, sans marchander, juste en comprenant. Et c'était tout. Pas de rupture dramatique, pas de valise sur le porche, pas de dispute à 3 heures du matin. Le lendemain matin, nous avons préparé le café ensemble. Pas comme mari et femme, juste comme deux personnes qui avaient partagé quelque chose d'important et qui savaient qu'il était temps de se quitter avec grâce. J'ai déménagé 2 semaines plus tard, j'ai pris un petit appartement à l'autre bout de la ville, rien d'extraordinaire, juste le mien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi toute la nuit. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que j'avais enfin cessé de prétendre que c'était cassé d'une manière que je devais réparer seul.